La demeure des Vasconcelos était magnifique à l'extérieur, mais pourrie à l'intérieur. Clara balayait le couloir en marbre à petits pas, baissant la tête chaque fois que la voix de la madame résonnait dans la maison. Astulia vivait maintenant là. Officiellement épouse de Henrique, elle était la nouvelle dame de la propriété et la mère de la capricieuse Mélissa, la fillette que tout le monde croyait être la fille d'Elisa. Clara ne savait pas pourquoi elle vivait là. On lui avait dit qu'elle avait été adoptée lorsqu'elle était bébé, que la famille Vasconcelos avait rendu service à une amie de l'hôpital. Elle ne se souvenait pas de son passé, seulement de Flash. Une femme chantant pour elle. Avant de dormir, un parfum doux, une berceuse sur les papillons et un mot, maman. Mais dans cette maison, Clara n'était que Clara. Encore en train de balayer, idiote? Tu ne sers qu'à ça, dit Mélissa en passant dans sa robe neuve. Clara sourit de la bouche, mais pas des yeux. Il y avait quelque chose en elle qui ne se taisait pas. Une agitation, une absence, un souvenir qui semblait vouloir revenir. La nuit, elle écrivait dans un carnet caché, notant des rêves et des noms venus de nulle part. Lia, Elisa, Clarinha. Ce soir-là, le portail principal. Grince. Henrique, les cheveux grisonnants et le regard fatigué, ouvrit la porte et tomba face à une femme mystérieuse. Brune, regard profond, vêtements élégants et posture ferme. « Bonsoir, je suis Lia Martins, psychologue. Je mène une enquête sur des adoptions irrégulières de mineurs dans le système hospitalier de São Paulo. » Henrique hésita. « Il est déjà plus de 8 heures, madame. » Elle sourit. « Je sais, mais certains secrets ne se révèlent que dans l'obscurité, docteur Henrique. » Le bruit des talons de Lia résonna dans le hall principal du manoir comme le présage d'une tempête. Henrique tenait encore la porte, comme s'il ne savait pas s'il devait la refermer ou s'y cacher. Les yeux de Lia, froids comme le marbre sous ses pieds, inspectaient chaque recoin avec précision chirurgicale. Ce n'était pas la première fois qu'elle mettait les pieds dans cette maison, mais ce soir-là, c'était la première fois avec son nouveau visage, sa nouvelle force et la certitude que la justice allait enfin se lever. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, sachant que la réponse importait peu. Henrique acquiesça d'un bref signe de tête. Lia entra sans détourner le regard, comme si sa présence était un droit incontestable. Le manoir, bien qu'intact dans son apparence luxueuse, semblait chargé d'une énergie stagnante, comme si les meubles eux-mêmes cachaient de vieux secrets. Chaque tableau, chaque porte entr'ouverte semblait observer, complice. « Une enquête sur les adoptions, avez-vous dit ?» questionna Henrique, tentant de reprendre le contrôle. « Irrégulière, pour être précise. Des cas où le processus a été manipulé pour dissimuler l'identité de l'enfant, » répondit-elle, ouvrant une petite pochette de cuir contenant des dossiers protégés sous plastique. « J'ai trouvé des traces d'au moins 7 cas au cours des 10 dernières années, tous impliquant des enfants extraits d'hôpitaux où médecins et infirmiers étaient corrompus. » Henrique déglutit. « Je suis désolé, mais ici, il n'y a rien de tel. » Elle esquissa un léger sourire. « Je n'ai jamais dit qu'il y en avait. »« Pas encore. » Pendant ce temps, à l'étage, Clara ramassait les vêtements sales de Mélissa. La fillette avait renversé du jus au sol et ordonné à la servante de nettoyer. Clara obéit. Elle obéissait toujours. Elle avait appris que trop de questions entraînaient des punitions. Le silence était sa meilleure arme. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange bougeait en elle. Un tremblement, comme si quelque chose d'important allait se produire. Elle descendit lentement, attirée par les voix dans le salon. D'en haut, elle aperçut la femme assise sur le canapé. L'inconnu leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Clara ne sut expliquer, mais elle ressentit une douleur dans la poitrine, un souvenir inexplicable, comme si l'odeur de la femme lui était familière, comme si elle avait déjà été dans ses bras, comme si son cœur avait enfin reconnu un foyer que son esprit avait oublié. Lia retint son souffle. Ses yeux tremblèrent légèrement. C'était elle. Même après toutes ces années, elle le savait. Cette fillette était sa fille,
Pas besoin de test ADN. C'était la même expression qu'elle voyait dans le miroir enfant, la même manière de serrer les doigts quand elle était nerveuse. C'était son sang. Et elle nettoyait. Le sol, Henrik remarqua le silence soudain. « Clara » grogna-t-il. « Monte et ne redescends pas sans mon autorisation. » Lia se leva lentement. « C'est votre fille ? C'est notre domestique. Nous l'avons recueillie petite. Elle aide aux tâches. Quel âge a-t-elle ? 12 ans. Lia inclina la tête comme si elle faisait un calcul. Le même âge que la fille d'Elisa Vasconcelos, non ? Henrik se redressa. Elisa est morte. En êtes-vous sûr ? Répondit Lia avec un petit sourire énigmatique. On dit que la mort n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est juste un changement de peau. Plus tard, dans la nuit, Clara entendit frapper doucement à la porte de sa petite chambre. Elle était assise au sol, lisant son carnet secret. En ouvrant, elle se retrouva face à Lia, seule, tenant une petite boîte. « J'ai apporté ça pour toi », dit-elle, lui tendant l'objet. Dans la boîte, un collier avec un pendentif en forme de papillon. Clara le prit avec délicatesse. « Je l'ai déjà vu, dans un rêve », murmura-t-elle, étonnée. Lia sourit. « Parfois, les rêves ne sont que des souvenirs déguisés. »« Qui êtes-vous » demanda Clara, les yeux pleins de larmes. « Une amie qui veut connaître la vérité à ton sujet. » Avant de partir, Lia se pencha, prit la main de la fillette et la regarda droit dans les yeux. « Quelqu'un de très important t'aime, Clara, même s'ils t'ont fait oublier, même s'ils essaient de le cacher. Ne doute jamais de ça. Tu es bien plus que ce qu'ils disent. Bien plus. » Et elle partit, laissant Clara seule, les mains tremblantes, le cœur battant, et une certitude qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle n'était pas juste une domestique. Le soleil du matin commençait à peine à filtrer dans les couloirs du manoir lorsque Lia quitta la propriété des Vasconcelos d'un pas ferme, l'esprit en ébullition. Chaque détail de cette maison criait au mensonge. Le regard fuyant d'Henrik, la froideur d'Astulia et, surtout, le silence de cette fillette qu'ils appelaient Clara. Mais Lia n'avait plus de doute, cet enfant était sa fille, et tout ce qui lui avait été volé cette nuit, maudite, allait lui être rendu. Avec intérêt, elle se rendit directement à l'hôpital Sainte-Sœur Lucia, là où tout avait commencé. Le bâtiment avait changé d'administration, mais les couloirs, bien que rénovés, gardaient les fantômes du passé. Munie d'une fausse accréditation de psychologue et d'enquêtrice associée, Lia utilisa le nom d'une ONG fictive pour accéder aux anciens dossiers. Et là, entre des fiches poussiéreuses et des papiers rongés par le temps, elle trouva ce qu'elle cherchait, Elisa Vasconcelos, internement forcé sur ordre du mari. Diagnostic douteux, autorisation de transfert signée par Astulia Campos. Décès non confirmé, seulement déclaré, cercueil scellé, couleur du sceau, rouge, le sceau rouge. Un détail infime mais essentiel. À l'hôpital, c'était le code pour les cas où le corps n'était pas présent, normalement utilisé seulement lors d'épidémies ou d'accidents graves. Mais Elisa n'était morte, ni d'infection, ni d'accident. Elle avait juste disparu, ou plutôt, elle avait été effacée. Lia referma le dossier avec force. Il était temps de déterrer les morts vivants. Dans le manoir, Astulia observait Clara de loin avec des yeux de rapace. Il y avait quelque chose chez cette fille qui lui donnait des frissons. Quelque chose qui grandissait chaque jour. Elle ne la méprisait pas seulement par plaisir, mais aussi par peur. Clara portait dans le regard une fureur silencieuse, une résistance qu'aucun enfant du orphelinat ne devrait posséder. Et le pire, ces derniers temps, Henrik semblait de plus en plus nerveux chaque fois qu'il la regardait. En constatant l'absence d'Henrik, ce matin-là, Astulia profita de l'occasion pour approcher Clara dans le couloir du fond. « Tu rêves trop, gamine. Attention à qui entre dans tes pensées. Trop rêver peut tuer. » Clara la regarda sans baisser les yeux pour la première fois. « Je sais qui vous êtes. »« Ah oui ?» répondit Astulia en ricanant, surprise. « Vous apparaissez dans mes cauchemars depuis que je suis toute petite, toujours en souriant
avec des dents fausses. La femme lui attrapa le bras et serra fort. « Si tu oses en parler à qui que ce soit, tu finiras comme ta... » Elle s'interrompit. Clara la fixait, imperturbable. Comme qui? Astulia la repoussa violemment et s'éloigna, mais elle tremblait intérieurement. Cette fille se souvenait, et c'était dangereux. Très dangereux. Cet après-midi-là, Lia attendait dans un café discret près de l'hôpital. Avec elle, les documents prouvant la falsification des papiers, la fausse déclaration de décès et les registres de l'enfant retiré de l'hôpital sans adoption formalisée. Lorsqu'elle vit la silhouette d'Henrik entrer dans le lieu, elle ne se leva pas. Elle voulait le voir s'effondrer assis. Il s'assit en face d'elle avec son air arrogant habituel. « Tout cela va mal finir, Lia. » Elle haussa un sourcil. « Pour toi peut-être. Moi je suis déjà morte une fois. Maintenant, il ne me reste que la justice. » Henrik soupira, tendu. « Je ne savais pas qu'elle serait maltraitée. Je pensais qu'elle serait protégée. » Protégée? Comme domestique? Humiliée par une étrangère? Pendant que tu laissais l'assassine de ta femme porter ses vêtements, dormir dans son lit, élever sa fille? Elisa avait perdu la tête, explosa-t-il à voix basse. Tu n'as pas vu ce qu'elle faisait? J'étais Elisa, Henrik, répondit Lia avec fermeté. Et tu le sais très bien. J'ai été drogué, interné de force, arraché à ma fille, et jeté dans l'enfer que tu as contribué à créer, Henrik Pali. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ma fille. Et je veux la chute d'Astulia. Tu n'as pas assez de preuves. Elle ouvrit lentement le dossier. J'ai les registres, les dossiers médicaux, les témoignages d'anciens employés. Mais surtout, j'ai la vérité. Et la vérité est en train de se réveiller dans ta maison, Henrik. Tu le sens, pas vrai? Elle va se souvenir. Elle saura qui elle est. Henrik trembla. Et quand elle saura, rien n'arrêtera l'incendie qui s'annonce. Cette nuit-là, Clara était allongée dans son petit lit, serrant contre elle son carnet et le collier à papillons. Ses doigts dessinaient sur le papier, sans comprendre comment, elle avait commencé à écrire des phrases entières, des noms, des bouts de chansons. Et cette nuit-là, une berceuse étrange résonnait dans son esprit. Papillon va s'envoler, maman va revenir. Elle pleura en silence. Des larmes chaudes, non de douleur, mais de nostalgie, d'un quelqu'un qu'elle ne se rappelait pas bien, mais que son âme reconnaissait. Lia, Elisa, les papillons. Elle se leva, s'approcha du vieux miroir fendu dans un coin de la chambre. « Qui suis-je » demanda-t-elle. « À personne. Mais de l'autre côté du miroir, il semblait y avoir quelque chose, quelqu'un qui posait la même question. L'horloge de la maison marquait 3 heures du matin lorsque Clara se réveilla le cœur battant. Ce n'était pas un bruit qui l'avait réveillée, mais une sensation, comme si quelqu'un avait murmuré son nom dans sa poitrine. Le collier en forme de papillon brillait faiblement sous la lumière de la lampe qu'elle laissait allumée depuis l'enfance, comme si elle savait que l'obscurité cachait des vérités qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Cette nuit-là, elle ne chercha plus à dormir. Elle alla jusqu'au vieux coffre en bois où elle rangeait ses rares vêtements et en retira le fond secret qu'elle avait appris à cacher seule. Là étaient ses anciens carnets. Des gribouillis d'enfants, des visages inconnus, des phrases comme « Maman, reviens » ou « La dame en blanc pleure du sang ». Des fragments d'une mémoire brisée qui commençaient peu à peu à s'assembler comme les pièces d'un puzzle dont elle était le centre. Cette nuit-là, Clara commença à se souvenir. Elle se souvint de la berceuse, des mains chaudes qui la berçaient, d'une femme en larmes, tenant sa petite main et disant « Ils ne nous sépareront pas, mon amour », mais ils l'ont fait. Et la douleur de Clara, longtemps gardée dans le silence, explosa en larmes étouffées dans l'oreiller. Elle savait maintenant, cette femme de la visite, cette femme au regard fort et à la voix douce, c'était sa mère. Pendant ce temps, Lia tournait en rond dans le petit appartement qu'elle utilisait comme base. Elle relisait les dossiers, encore et encore, comme si elle pouvait en extraire de nouvelles vérités. Mais quelque chose la troublait encore. Comment Astulia avait-elle pu prendre sa place si facilement? Comment le système avait-il permis qu'une femme froide, sans lien de sang,
prenne possession de sa fille comme d'un meuble. C'est alors qu'elle remarqua un nom récurrent dans les documents qu'elle n'avait jamais relevés auparavant. Un psychiatre, Dr César Tell, celui-là même qui avait signé l'évaluation finale, la déclarant dangereuse pour sa propre fille. C'était lui, le maillon. Et s'il y avait un moyen de tout dévoiler, c'était par lui. Il fallait le retrouver, le forcer à dire la vérité. Lia envoya un message à un ancien contact, quelqu'un du temps où elle était encore Elisa, l'épouse douce et naïve d'Henrik, pour l'aider à localiser le médecin. Et elle fixa un rendez-vous avec une ancienne infirmière de l'hôpital Ana Lucia, qui travaillait en psychiatrie durant son internement. Le lendemain matin, Clara préparait le petit déjeuner sous le regard vigilant d'Astulia. La femme l'observait comme si elle attendait une erreur. Mais Clara, différente d'avant, semblait lointaine. Ses yeux ne fuyaient plus. Il n'y avait plus de peur, seulement de la concentration. « Bien dormi, petite bonne ?» lança Astulia avec venin. « J'ai rêvé de ma mère », répondit Clara naturellement. Astulia se figea. « Quoi ? Elle portait du blanc, sentait la lavande, avait les yeux couleur miel ?» Clara se retourna. « Les mêmes que les miens. » Astulia rit nerveusement. « Tu rêves trop, tu finiras comme elle. »« Comme qui ?» défia Clara. Astulia s'approcha, furieuse, mais Clara ne bougea pas. Henrik, qui passait dans le couloir, entendit l'échange et s'arrêta. Quelque chose criait en lui. Cette fille, elle se réveillait. Elia ne bluffait pas. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce même jour, Lia retrouva Ana Lucia. L'ancienne infirmière, aujourd'hui à la retraite, hésita d'abord, mais quand Lia lui montra les photos de Clara, ses mains se mirent à trembler. « J'ai vu quand ils vous ont drogué. Vous criez pour votre fille, mais ils ont dit que c'était une crise, que vous étiez dangereuse. J'ai cru ce qu'ils disaient, et aujourd'hui, je vois que vous étiez juste une mère désespérée, et que j'ai contribué à effacer votre histoire. » Lia lui prit la main avec force. « Vous pouvez m'aider à la réécrire. J'ai besoin d'un témoignage, de quelqu'un qui dise qu'il n'y a jamais eu de crise, que j'ai été réduite au silence. » Anna acquiesça, les yeux embués. « Pour la petite, pour l'Elisa que j'ai vue emmener comme une folle, alors qu'elle n'était qu'une mère. » Le soir, Henrik entra dans la chambre de Clara. Il frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?» Elle acquiesça. Il entra à pas lents, comme s'il marchait sur du verre brisé. « Tu as revu cette femme ?» ?»« Non, mais elle a laissé quelque chose. » Clara montra le collier. Henrik s'assit au bord du lit. Il passa la main dans ses cheveux. Il semblait vieilli, tendu et, pour la première fois depuis des années, brisé. « J'ai fait des erreurs, des choix terribles. » Clara ne répondit pas. « Ils m'ont promis que ce serait mieux pour toi, que ta mère était malade, que tu oublierais tout. Mais je n'ai pas oublié. » Henrik la regarda dans les yeux, et il vit enfin le reflet de l'Elisa qu'il avait détruite. « Elle est vivante, pas vrai ?» demanda Clara. Il hésita. « Oui !» Clara hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Je veux la voir. » Henrik pleura, pour la première fois depuis longtemps, et comprit que peu importe combien il essaierait d'enterrer le passé. La vérité revenait toujours. Le lendemain matin, Lia reçut un appel. « J'ai trouvé l'adresse du docteur César Tell. Il vit reclus, dans une ferme. Il paraît paranoïaque. » « Parfait. Il est temps d'aller visiter les fantômes du passé. » Et pour la première fois en 7 ans, elle sourit vraiment, parce qu'elle était plus proche de sa fille que jamais. Et plus proche de sa vengeance aussi. Le portail de la ferme grinçait comme un mauvais présage. Lia gara sa voiture avec prudence, respirant l'odeur de terre humide mêlée à la peur. L'endroit était isolé, envahi par les herbes hautes, entouré d'arbres qui cachaient les dernières années de culpabilité de César Tell, l'homme qui avait signé sa sentence, qui avait effacé sa maternité avec un stylo bleu. Elle sortit de la voiture d'un pas décidé. Dans sa poche, le dictaphone allumé. Dans son cœur, la voix de Clara résonnait, encore si petite, mais désormais, si proche. La porte de la maison s'ouvrit avec peine.
Le docteur César était méconnaissable, plus maigre, les yeux cernés, les mains tremblantes. « Élisa, tu es vivante ?» Surprise, dit Lia en forçant un sourire. Les morts reviennent quand la justice ne leur a pas été rendue. Ilby tenta de refermer la porte, mais elle était déjà à l'intérieur. « Je ne viens pas chercher des excuses. Je viens t'offrir une chance de rédemption, une chance de dire au monde que tu as été complice d'un crime. » César s'assit, abattu. Ses mains tremblaient encore plus. Je ne pouvais pas tout perdre. Ils m'ont offert beaucoup d'argent, et elle, Astulia, a menacé ma famille. Alors tu as effacé une mère vivante de la vie de sa propre fille. Je pensais que tu ne survivrais pas au cocktail de médicaments. Mais j'ai survécu. Et maintenant, tu vas tout raconter. Tu vas témoigner. Tu vas signer les documents. Tu vas affronter les démons que tu as contribué à créer. César acquiesça en larmes. Je mérite l'enfer. Et tu vas le traverser avec mon aide. Répondit Lia en ville. Clara observait par la fenêtre pendant qu'Henrik parlait au téléphone, organisant une rencontre. Sa tension était visible. L'homme autrefois inébranlable tremblait maintenant face à la possibilité d'affronter son propre passé. Astulia observait tout en silence. Quand Henrik raccrocha, elle s'approcha comme une ombre. « Tu vas l'emmener voir cette femme. »« Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. » Elle rit, amère. « Tu as toujours été faible, Henrik. Tu as toujours eu besoin que quelqu'un décide pour toi. C'est pour ça que tu m'as choisi. »« Non, Astulia, j'ai choisi l'erreur. Et maintenant, je vais la réparer. » Elle s'approcha, les yeux plissés. « Réparer ? Tu crois pouvoir simplement rendre la fille, te débarrasser de moi et vivre heureux avec ta réincarnée d'Élisa ? Elle s'appelle Lia, et elle est revenue. Tu ne peux pas l'en empêcher. »« Non, murmura Astulia. On verra. » Des heures plus tard, dans un vieux jardin d'une place abandonnée, Henrik arrêta la voiture. Clara en descendit, le cœur battant. L'endroit semblait tiré d'un vieux rêve. Une femme était assise sur un banc de pierre, de dos, immobile. Clara s'approcha lentement, les mains moites, les jambes vacillantes. « Clara » dit-là. Femme en se retournant, la voix, les yeux, le collier. Clara s'arrêta, les yeux emplis de larmes. « C'est toi, c'est vraiment toi. » Lia s'approcha, s'agenouilla devant sa fille et lui prit le visage avec délicatesse, comme si elle touchait une fleur fragile. « Je n'ai jamais cessé de te chercher. Tu es tout ce que j'ai. » Clara se jeta dans ses bras, et là, à cet instant, deux moitiés d'un même cœur se retrouvèrent. Henrik observait de loin, en silence. Ses yeux débordèrent de larmes contenues depuis 7 ans. Le poids de la culpabilité l'écrasait, mais il le libérait aussi. « Pardonne-moi, » l'homme dit-il, sachant que ce ne serait pas suffisant. Lia leva les yeux, toujours enlacée à sa fille. « Le pardon n'est pas un cadeau, c'est une construction. Tu devras le mériter, morceau par morceau. » Henrik acquiesça, mais du haut d'un immeuble abandonné à côté de la place, des yeux froids observaient la scène. Astulia, un téléphone portable à la main, avait déjà activé son plan. Cette nuit-là, lorsque Lia et Clara arrivèrent à l'appartement provisoire, tout semblait paisible. Elles mangèrent ensemble, rirent, partagèrent des souvenirs flous comme des morceaux d'une vie perdue. Mais à 3 heures du matin, la porte fut enfoncée, 2 hommes cagoulés. Clara cria. Lia courut pour la protéger, mais les hommes étaient rapides, entraînés, brutaux. Un coup à la tête, obscurité, silence. Lia se réveilla des heures plus tard, attachée à une chaise, du sang coulant sur son front. Elle était dans un entrepôt sombre. Clara, inconsciente, était allongée sur un vieux matelas dans un coin, et devant elle, les bras croisés, un sourire venimeux aux lèvres, se tenait Astulia. « Tu crois avoir gagné, Élisa ? Tu crois que l'amour vainque les monstres ? » ?»« Non, » murmura Lia. « Mais la mémoire, oui, elle ne se souviendra pas de toi comme de sa mère. J'ai été tout ce qu'elle avait, et tu as été ce qu'elle a détesté en silence, » répliqua Lia. Astulia tira les cheveux de Clara, la réveillant d'une gifle. « Dis-lui, Clara, dis-lui que tu m'aimes. »
Mais Clara, les yeux pleins de douleur, dit simplement « Je ne t'ai jamais aimé. J'avais juste peur. » Astulia recula comme si on lui avait planté un couteau. « Et cette peur est finie, » poursuivit Clara, « parce que j'ai retrouvé ma mère. » Astulia hurla et sortit une arme de sa ceinture. Mais à ce moment-là, des sirènes retentirent à l'extérieur. Henrique, avec les documents en main, avait contacté la police. Le témoignage du médecin, l'enregistrement avec le micro caché, tout était là. Astulia fut encerclée. Elle hurla, se débattit, cracha des vérités, mais elle fut arrêtée. Et dans cet entrepôt, entre larmes, douleur et soulagement, mère et fille s'enlacèrent, vivantes, libres, unies. Les jours suivant l'arrestation d'Astulia furent marqués par le silence et les larmes. Aucune des deux ne savait vraiment comment recommencer. Clara, bien que soulagée, ressemblait à une poupée de porcelaine avec des fissures invisibles. Lia l'observait avec attention. Chaque geste, chaque regard, chaque hésitation révélait les blessures que la jeune fille portait. Clara mangeait à peine, dormait peu. Lia, de son côté, essayait de ne pas l'étouffer de soins, mais il lui était impossible de ne pas vouloir compenser les années perdues. « Ma fille, si tu veux parler, » dit doucement Lia un soir, « je ne sais pas comment t'appeler. » Répondit Clara, la voix nouée. « Maman semble si lointain, mais Lia est trop froid. » Le cœur de Lia se serra. « Alors appelle-moi comme tu veux, mais sache que mon amour pour toi ne dépend pas de ce mot. » Clara acquiesça, sans répondre. Entre-temps, l'affaire faisait la une des journaux. Un psychiatre renommé, impliqué dans des fraudes. Un père influent qui avait échangé sa fille par erreur ou par commodité. Une femme déclarée morte qui revenait pour tout révéler. Le tribunal était plein le premier jour du procès d'Astulia. Elle entra menottée, mais la tête haute, le regard fier, presque théâtral. De l'autre côté, Lia tenait la main de Clara. Henrique était assis à part, pâle, mais présent. Le procureur décrivit les abus, les manipulations, les faux certificats. L'enregistrement avec César Tels fut présenté comme preuve. Il y avouait, en larmes, le complot pour faire interner Elisa, Lia, comme incapable. L'accusé, Astulia Campos, a tout orchestré, depuis l'internement illégal de la véritable mère jusqu'à la manipulation émotionnelle et psychologique de l'enfant qu'elle disait aimer, déclara le procureur. Tout cela pour le statut, le contrôle et la jalousie. Astulia sourit, sarcastique. Tout le monde veut un méchant, et moi, j'ai été la seule à lui donner à manger, à l'habiller, à lui offrir un toit. Elle était ma fille. Non, s'écria Clara, rompant le silence. Sa voix était ferme. Tu m'as volé ma vie, tu m'as fait croire que j'étais une moins que rien, que je n'avais pas de mère. Et tout ça pendant que tu te faisais passer pour une sauveuse. Tu n'es rien d'autre qu'une voleuse d'âme. Le tribunal se tut. La juge demanda le silence. Astulia regarda Clara, et pour la première fois ses yeux faiblirent. Pour la première fois son armure se fissura. Mais il était trop tard. Le verdict tomba quelques semaines plus tard, 25 ans, de prison ferme pour enlèvement, falsification de documents, séquestration et mauvais traitement sur mineurs. Henrique ne s'en sortit pas non plus. Il fut condamné à 3 ans en régime semi-ouvert pour fausses déclarations, négligence parentale et complicité. Dans l'internement illégal, il n'interjeta pas appel. Avant de se présenter à la justice, il alla voir Lia. « Je n'attends pas de pardon, mais je peux te regarder dans les yeux maintenant et dire que j'ai été lâche. Et que si je pouvais revenir en arrière, je vous choisirais toutes les deux, pour de vrai. » Lia acquiesça seulement. La lâcheté a des conséquences, mais assumer ses fautes, c'est un début. Il serra Clara une dernière fois dans ses bras et partit. Des mois plus tard, Lia et Clara déménagèrent dans une petite ville de l'intérieur. Une petite maison simple, un jardin rempli de tournesols, un voisinage tranquille. Clara recommença ses études. Lia donna des cours particuliers de littérature. Le lien entre elles était encore fragile, mais avec le temps vinrent les rires. Au petit déjeuner, les promenades main dans la main, les nouvelles photos sur la table.
Les petits mots collés au frigo avec des cœurs dessinés. Un soir, Clara entra dans la chambre de sa mère avec une feuille de papier. « J'ai écrit ça pour toi, dit-elle en tendant le papier. Lia l'ouvrit et lut « Maman, ne pleure pas. Le temps ne nous a pas effacés. Tu as survécu pour moi. Et maintenant, je vis pour nous. » Lia la serra fort dans ses bras. « Je t'aime, ma fille. Même si le monde entier s'est retourné contre nous, je t'aime plus que la vie. Maintenant, je peux t'appeler maman, » chuchota Clara, « parce que maintenant, je le ressens. » Dans la dernière scène de ce cycle, Lia enterra dans le jardin un petit coffre. À l'intérieur, le bracelet d'identification de la maternité, la première photo d'elle avec Clara bébé, et un papier écrit à la main. Ici repose l'âge, peur, le mensonge et la perte. Et d'ici ne naîtra que la vérité. Et ainsi, Lia, autrefois Elisa, ne pleura pas, elle renaquit. Le ciel de l'intérieur semblait plus honnête, bleu limpide, soleil paresseux, nuages sans hâte. La vie suivait son cours lentement, et c'était exactement ce dont Lia avait besoin, et Clara, réapprenant à respirer sans peur, trouvait du réconfort dans les détails. Le chant du coq au matin, l'odeur du pain frais venant de la boulangerie, l'ombre protectrice de sa mère à chaque pas. Mais les recommencements sont plus que des changements de code postal. Ce sont des trous dans la poitrine qui mettent du temps à se refermer. Le quotidien s'ajustait. Clara était retournée à l'école. Lia enseignait aux enfants du coin. Le soir, elle regardait de vieux films sous des couvertures. Mais il y avait encore quelque chose dans les yeux de Clara qui ne guérissait pas. Un silence qui criait. « Tu n'as encore pas bien dormi ?» demanda Lia un matin. « J'ai rêvé d'elle, » murmura Clara. « Astulia, elle m'appelait ma petite fille, comme avant. Et puis, elle me jetait dans une pièce sombre. Lia la prit dans ses bras. Elle ne t'atteindra plus, pas même dans tes rêves. » Mais Clara savait que parfois, le pire cauchemar est celui que l'esprit refuse d'oublier. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'État, une femme aux vêtements discrets et aux cheveux teints sortait de la prison pour femmes. Elle s'appelait Marcia Campos, la sœur d'Astulia, la seule qui lui rendait encore visite et la seule qui recevait ses lettres. Dans la dernière, Astulia avait écrit avec une froideur calculée « Ils ont détruit ma vie. Elisa est revenue d'entre les morts. Henrik m'a trahi et cette fille a craché sur mon nom. Mais le jeu n'est pas fini, pas pour moi. » Marcia lisait la lettre, le front plissé. Elle avait grandi avec Astulia. Elle savait de quoi elle était capable. Et bien qu'elle n'approuve pas les méthodes de sa sœur, quelque chose en elle, peut-être de la loyauté, peut-être de la folie, la poussait à faire ce qui allait suivre. Elle rangea la lettre, prit son téléphone et composa un ancien numéro. « Je dois retrouver 2 personnes, une mère et sa fille. La femme s'appelle Lia, la petite Clara. Elles sont quelque part dans une petite ville. Elles ne peuvent pas disparaître à nouveau. » Dans la nouvelle ville, des rumeurs commencèrent à circuler. Leur histoire avait franchi les murs du tribunal. Un journaliste avait repris l'affaire des mois plus tard et un journal à sensation avait publié « Une fillette élevée par une fausse mère, tandis que la vraie croupissait en hôpital psychiatrique. » La petite ville murmurait. Les voisines, autrefois chaleureuses, l'observaient de peau désormais avec méfiance. L'une d'elles chuchota en voyant Lia passer au marché. « C'est celle de l'article, celle qui est revenue d'entre les morts ?» Lia gardait la tête haute, mais à l'intérieur, elle sentait la vieille peur de l'exclusion ramper à nouveau. Clara le percevait aussi. « On peut partir, dit-elle un soir. Encore, recommencer ailleurs. Et fuir jusqu'à quand ?» répondit Lia. « Je ne suis plus prête à disparaître. Qu'il parle. Nous savons qui nous sommes. » Clara sourit pour la première fois depuis des jours. Mais la semaine suivante, une enveloppe brune apparut dans leur boîte aux lettres, sans expéditeur. À l'intérieur, une seule photo. C'était Clara sortant de l'école. Et derrière elle, floue, une femme en casquette sombre qui l'observait. Clara laissa tomber l'enveloppe au sol. Maman, Lia prit la photo,
en examina les détails et son sang se glaça. « On nous surveille. C'est elle ?» demanda Clara, effrayée. « Je ne sais pas si c'est elle, mais quelqu'un veut nous atteindre. Allons à la police. » Mais au commissariat local, faute de preuves concrètes, on ne fit qu'un simple rapport. « Ça peut être une menace creuse, » dit le commissaire. « Ça arrive à ceux qui attirent l'attention des médias. » Mais Lia savait, Astulia ne faisait jamais de menaces, mais creuse. Elle créait des jeux et ne quittait jamais l'échiquier sans une pièce dissimulée. Cette nuit-là, tandis que Clara dormait, Lia s'enferma dans le bureau et ouvrit la boîte de documents qu'elle gardait depuis le procès. Photos, expertises, preuves et l'une des lettres qu'Astulia avait envoyées à Henrik avant sa condamnation. Une phrase sauta aux yeux. « J'ai été le foyer qu'elle a connu. Maintenant, je veux être la cicatrice qui ne partira jamais. » Lia comprit alors que leur paix n'était pas garantie, que le combat n'était pas fini, et qu'Astulia, même enfermée, manipulait encore des pièces dans l'ombre. Mais cette fois, Lia était prête. Elle prit son téléphone, ouvrit son carnet de contacts et appela un ancien allié, un journaliste de confiance qui avait aidé à dévoiler la vérité sur ses artères. « Fabio, c'est Lia, j'ai besoin de toi. Cette fois, ce n'est plus seulement pour moi. C'est pour protéger ma fille. » De l'autre côté du fil, le journaliste répondit « Je suis avec toi, on va tout révéler, même ce qui se cache encore dans l'ombre, et ainsi sous le ciel. » Apparemment calme d'une petite ville, une nouvelle bataille silencieuse commençait. Mais cette fois, Lia n'était plus seule. Dans un café discret, les deux femmes se retrouvèrent pour la première fois après des années. « Tu ne peux pas savoir à quel point cela m'a manqué, » dit Clara en serrant la main de Lia. Astulia n'était pas qu'une rivale. C'était une ombre qui dévorait tout. Lia écouta attentivement pendant que Clara révélait des secrets du passé, alliances dangereuses, manipulation dans des hôpitaux psychiatriques et la véritable identité de la femme qui se faisait passer pour son épouse. « Elle a utilisé ton nom pour s'infiltrer dans ta vie, » expliqua Clara. « Elle a manipulé tout le monde autour de toi. Cet hôpital où tu as été internée, c'était un point clé de son réseau. Ensemble, elles décidèrent d'agir. Lia avait le livre, La Voix de la vérité, mais elle avait besoin de preuves pour démanteler la toile de mensonges tissée par Astulia. Clara, avec ses contacts et sa connaissance des coulisses, serait l'alliée manquante. Pendant ce temps, Astulia, en prison, sentait la pression monter. L'arrivée de Marcia et de ses alliés montrait que la guerre était loin d'être terminée, mais une nouvelle lumière brillait pour Lia et Clara. L'espoir qu'avec les bonnes alliances, elles pourraient enfin obtenir justice, non seulement pour elles, mais pour toutes les victimes laissées derrière par Astulia. Le partenariat entre Lia et Clara porta ses fruits plus rapidement que prévu. D'anciens contacts furent réactivés, des fichiers consultés, et une toile de documents commença à se former. Des preuves concrètes, des manipulations dans les hôpitaux, des magouilles financières, et des identités usurpées par Astulia. Mais au fur et à mesure que le réseau était dévoilé, le danger s'intensifiait. La sœur d'Astulia, connue sous le nom de Marina, était l'ombre la plus noire sur l'échiquier. Elle agissait en silence, éliminant toute menace avec une précision chirurgicale. Elle connaissait les mouvements de Lia et Clara avant même qu'elles ne les aient décidés. Par une nuit pluvieuse, Lia reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une vieille photo, elle, enfant, aux côtés de sa véritable mère. Et un mot. « Tu ne sais pas encore ce que tu as vraiment perdu. » Le message était clair. Marina savait tout et utiliserait le passé pour les blesser. Lia montra la photo à Clara, qui pâlit. « Cela change tout. Elle te connaît plus que tu ne le crois. » Dès lors, les réunions eurent lieu dans des endroits secrets. Les échanges d'informations furent cryptés et l'affrontement inévitable. Pendant des semaines, Marina envoya des messages voilés, des menaces et même de petites attaques qui firent craindre à Lia pour la sécurité de Clara. Mais leur force grandissait avec la résistance.
Un après-midi, la police reçut une dénonciation anonyme menant directement à la cachette de Marina. Lia, Clara et Fabio se préparèrent pour la confrontation décisive. Ils savaient que la vérité était là, mais qu'ils risquaient de tout perdre. Le lieu, un vieux hangar abandonné, était enveloppé de brouillard, comme s'il gardait des secrets depuis des années. Lia, Clara et Fabio s'en approchèrent prudemment, chaque pas chargé de tension et d'attente. Marina les attendait. Ses yeux brillaient de la froideur qui l'avait rendu redouté pendant tant d'années. Il n'y eut pas d'hésitation. Dès que Lia l'affronta, Marina tenta de fuir, mais la police avait encerclé les lieux. L'arrestation fut rapide, mais non sans résistance. Tandis que Marina était menottée, Lia ressentit un mélange de soulagement et d'amertume. Enfin, l'ombre qui hantait leur vie était arrêtée. Au cours de l'interrogatoire, Marina tenta de se défendre, mais les preuves réunies par Lia et Clara étaient irréfutables. Peu à peu, des vérités sombres émergèrent, l'implication de hauts fonctionnaires, la manipulation des internements psychiatriques et surtout, le sort de la véritable épouse de Lia Prunia découvrit que son épouse n'était pas morte, mais qu'elle avait été tenue cachée, vivante, dans un lieu inconnu, tandis que son identité était utilisée par Astulia pour tromper tout le monde. Cette révélation détruisit Lia, mais la renforça aussi. Avec l'aide des autorités, ils entamèrent une recherche désespérée pour retrouver la véritable épouse, pendant que Marina et son réseau étaient démantelés un à un. Pendant ce temps, le livre de Lia devenait un symbole de résistance et d'espoir. Clara, désormais à l'abri des ombres du passé, se sentait enfin aimée et protégée. La maison, autrefois théâtre de trahison, devenait un véritable foyer. Lia, par son courage et sa détermination, avait transformé la douleur en force. Son livre inspirait non seulement ceux qui connaissaient son histoire, mais aussi de nombreuses personnes menant leur propre combat silencieux. Les jours restaient parsemés de défis, mais la lumière de la vérité éclairait désormais leur chemin. Au fond, tout le monde savait que l'amour, quand il est vrai, finit toujours par triompher. Le parcours de Lia, Clara et de la véritable épouse fut marqué par la douleur, la trahison et les secrets, mais aussi par une force inébranlable et un amour qui transcende tous les obstacles. Il nous montre que, même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir peut renaître. Il suffit d'avoir le courage de se battre pour la vérité et la justice. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Souvent, les plus grandes batailles sont silencieuses, mais le pouvoir de changer notre destin est entre nos mains. La vérité libère, l'amour guérit et la foi nous fortifie. Souhaitez-vous recevoir d'autres histoires inspirantes? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre. Laissez un commentaire en disant ce qui vous a le plus touché et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'un message de courage et d'espoir.